Me croiriez-vous si je vous disais qu'un garçon a trouvé un cheval? Au milieu de la mer, il n'y avait pas d'île, il n'y avait pas de navire, seulement l'immensité de l'océan et un cheval à la dérive, épuisé, blessé et vivant. Mais ce n'est pas seulement une histoire de sauvetage. C'est un lien improbable entre un enfant et un animal qui a des cicatrices que personne ne peut voir. Il s'agit de secrets enfouis, d'ordres oubliés et de la liberté de choisir un nouveau chemin. Si vous croyez au pouvoir des secondes chances, à la force silencieuse des animaux et aux histoires qui touchent l'âme, abonnez-vous à la chaîne maintenant, car chaque histoire ici a quelque chose de vrai à dire. Et commentez ci-dessous, auriez-vous sauté dans la mer pour lui? À votre avis, de quoi ce cheval s'enfuyait-il? Cet après-midi brumeux, le ciel semblait engloutir la mer. Le vent soufflait bas, poussant de lourds nuages qui coloraient l'horizon de tons plombés et mélancoliques. Matteux marchait seul le long de la plage, comme il le faisait presque tous les jours, traînant ses pieds sur le sable mouillé, ramassant des morceaux de coquillages brisés et des pensées vagues. À 12 ans et avec une vieille âme dans les yeux, il était le genre d'enfant qui parlait peu mais ressentait beaucoup. Il vivait avec son grand-père, Monsieur Joachim, un ancien marin de 67 ans qui portait dans ses yeux l'odeur du sel et le poids des vieilles épaves. Les deux vivaient dans une simple maison en bois construite sur pilotis, où le poisson séchait sur la corde à linge et où les conversations se déroulaient en silence. Cet après-midi-là, Matteux vit quelque chose de sombre flotter au loin. Il s'arrêta, plissant les yeux contre le vent. Au début, il pensait qu'il s'agissait d'un morceau de bois ou des restes d'un filet de pêche, mais ensuite, avec un frisson parcourant sa colonne vertébrale, il vit une oreille bouger. Le corps se raidit. C'était un animal, et pas n'importe quel animal, un cheval à la dérive dans la mer. Cela n'avait aucun sens. Et ainsi il courut. Matteux traversa la bande de sable comme quelqu'un traversant un rêve désordonné. Son cœur battait dans sa poitrine comme un tambour d'avertissement. Lorsqu'il arriva à la maison, presque trébuchant dans sa hâte, il appela son grand-père avec une urgence qu'on n'avait pas entendue là-bas depuis les jours de tempête. Monsieur Joachim a quitté l'entrepôt, les sourcils froncés et mal rasés, essuyant ses mains tachées d'huile avec un chiffon. Je n'avais pas besoin d'explication. L'expression sur le visage de son petit-fils disait tout. Sans perdre de temps, il poussa le vieux bateau vers la mer avec Matteux haletant à ses côtés. Les vagues semblaient calmes, mais elles cachaient une tension profonde, comme si elles savaient ce qui allait se passer. Ils ramèrent ensemble en silence jusqu'à ce qu'ils atteignent cette silhouette à la dérive. Et il y avait un énorme cheval, son corps partiellement submergé, couvert de blessures et de sel. Il était vivant, mais à peine. Les yeux de l'animal oscillaient entre la léthargie et la peur. Il a fallu de longues minutes pour essayer d'enrouler des cordes autour de son cou, en tirant avec précaution, pour le calmer. Quand ils touchèrent enfin le sable, Matteux s'agenouilla à côté de lui, posa sa main sur son cou tremblant et murmura « Tu ne devrais pas être ici ». Le bateau roulait violemment, même si la mer semblait calme. Joachim, avec les mains fermes de quelqu'un qui a affronté des tempêtes pires, ramait vigoureusement. Matteux, agenouillé devant le navire, désigna silencieusement la silhouette qui semblait maintenant plus proche. L'eau avait une odeur étrange, de sel et de sang. En se rapprochant, ils le virent tous les deux clairement. Ce n'était pas du bois, ce n'était pas un filet de pêche, c'était un cheval, un énorme animal sombre, avec des parties du corps enfoncées, comme s'il avait renoncé à flotter. Joachim laissa échapper un juron étouffé. « Es-tu en vie » demanda-t-il d'une voix tendue. Matteux se pencha, tendit la main et toucha son nez. Il faisait froid, mais il y avait un léger souffle, presque imperceptible. « Oui, oui » cria-t-il. Ils attachèrent le corps du cheval avec une corde de fortuné, petit à petit, avec beaucoup d'efforts et le vieux moteur du bateau, ils traînèrent l'animal jusqu'au sable. La scène était surréaliste. Un cheval sauvé de la mer, la peau couverte de blessures, les yeux mi-clos comme coincés entre deux mondes. Matteux s'agenouilla dans le sable, mouillé, haletant. Il passa lentement sa main sur la tête du cheval et murmura « Tu ne devrais pas être ici ». Grand-père n'a rien dit pendant un moment. Il fixait simplement le cheval comme s'il réfléchissait à une ancienne énigme.
Il n'était pas courant de trouver un tel animal là-bas, encore moins dans la mer, encore plus vivant. Matteux a insisté pour qu'il l'emmène à la vieille écurie derrière la maison, où des ânes et des charrettes de pêche avaient été gardés des années auparavant. Avec effort, à l'aide d'une vieille bâche et d'une brouette, ils ont traîné l'animal jusqu'ici. La grange sentait le moisi et l'air salin, mais elle était sèche et calme. Ils couvrirent le cheval de tissus épais, le nettoyèrent avec des seaux d'eau fraîche et Joachim apporta une lampe pour réchauffer l'endroit. Matteux ne la quitta pas une minute. Il dormait à côté du cheval, allongé sur le sol dur, recouvert d'une vieille couverture. Au cours de la matinée, l'animal a souffert de spasmes. Il s'est battu comme s'il fuyait quelque chose, même s'il était inconscient. Matteux s'est réveillé effrayé. Il parlait doucement en lui caressant les cheveux. « Ok, tu es en sécurité maintenant. » Il ne pouvait pas l'expliquer, mais il sentait que ce cheval avait un passé, quelque chose que la mer ne pouvait pas effacer. Et pour une raison qu'il ne comprenait toujours pas, cet animal était venu à lui comme un secret poussé par la marée. Au fil des jours, le cheval a commencé à montrer des signes de guérison, bien que lentement. Matteux l'appelait Bravio. Inspirés par leur résilience face à la mort, ils passaient des matinées entières à laver leur fourrure avec des éponges de fortune, éliminant les traces de sel, de sable et une étrange croûte qui recouvrait certaines parties de leur corps. Bravio frissonna au contact, comme si la douleur vivait sous sa peau. Ses yeux semblaient toujours sur leur garde, comme s'ils attendaient un ordre ou une menace. Et petit à petit, Matteux a commencé à remarquer quelque chose d'inhabituel. Bravio ignorait les fruits et même la carotte fraîche que son grand-père avait apportée du marché, mais il réagissait à certains gestes. Un simple mouvement de la main faisait tourner la tête du cheval ou faire un pas. Lorsque Matteux siffla accidentellement, Bravio resta immobile, comme s'il écoutait des ordres invisibles. Un après-midi pluvieux, alors qu'il essayait de couvrir l'entrée de l'écurie avec une bâche, Matteux a laissé tomber le vieux téléphone portable de son grand-père. L'écran cassé fonctionnait toujours et là, curieux, il commença à chercher des indices sur des chevaux dressés. Parmi les vieilles vidéos militaires et les forums oubliés, un acronyme revenait, Projet R. C'était comme si un coin du voile avait été levé et que Bravio était peut-être bien plus qu'un cheval perdu en mer. Cette nuit-là, Joachim entra dans l'écurie d'un pas lourd, regarda le cheval, regarda son petit-fils et demanda à voix basse, « Est-ce qu'il a des marques ?» Matteux hésita puis désigna le cou de Bravio. Là, parmi les cicatrices, il y avait quelque chose qui ressemblait à une vieille brûlure, moulée dans la peau comme un fer rouge, la lettre R, majuscule et précise. Joachim pâlit, s'assit sur le banc en bois à côté d'elle et resta silencieux pendant plusieurs longues minutes. C'est militaire, une marque de protocole. J'ai déjà vu des choses comme ça avant ta naissance. Il a déclaré que dans les années 1980, il avait lu des articles sur des tests navals utilisant des dauphins et des phoques, des animaux dressés pour rechercher des mines, transporter des marchandises et même espionner des sous-marins. Mais je n'avais jamais entendu parler de chevaux. Cela sentait comme un projet enterré. Le lendemain matin, Bravio fut réveillé en sursaut par un bruit dans le ciel. Un hélicoptère survolait au loin. Le cheval se cabra, frappa le mur de ses sabots et hennit bruyamment, comme s'il se trouvait sur un champ de bataille. Joachim est entré en courant. Matteux essaya de calmer l'animal, mais ses yeux étaient vitreux et ses muscles tendus, comme s'il y avait encore une guerre en lui. Et c'est à ce moment-là que grand-père a dit sans détour, cet animal a été dressé pour obéir, mais maintenant, il a le choix. Le lendemain matin de l'épidémie de Bravio, Matteux ne pouvait s'empêcher de penser à ce que son grand-père avait dit. Il était hanté par l'idée que le cheval avait été dressé par des soldats. Armé de son vieux téléphone portable, il a passé des heures à parcourir des forums oubliés, à désactiver des groupes de messages et à numériser des PDF d'archives obscures. C'est au cours d'une de ses recherches qu'il a trouvé une séquence numérique référençant Equiner 9, protocole fermé, corps manquant, Côté. Les données correspondaient à la ville où il vivait. C'était comme si Bravio avait été abandonné, une arme vivante désactivée. Le même après-midi, une voiture noire sans plaque d'immatriculation est apparue sur le seul chemin de terre menant à la ville.
Il s'est arrêté à côté de l'épicerie abandonnée. Deux hommes sont sortis et ont demandé directement si quelqu'un avait trouvé un animal blessé sur la plage. Joachim regardait de loin en silence. Puis, sans dire un mot à son petit-fils, il a commencé à rassembler des fournitures, des lampes de poche, des couvertures, un sac à dos de canettes et une vieille radio à pile. Alors que le soleil commençait à se coucher, il regarda Matteux dans les yeux et dit fermement « Emmenez-le au phare maintenant, avant qu'il n'arrive la nuit. » Matteux n'a pas posé de questions. Bravio le suivit pieds nus, comme s'il l'avait déjà. Il a compris que se cacher serait aussi un nouveau départ. L'ancien phare était situé au point le plus isolé de la côte, entouré de falaises et de sous-bois. C'était un endroit où le vent soufflait fort et où les embruns salés faisaient grincer les charnières rouillées. Matteux ne se souvenait pas grand-chose de cela, seulement des histoires racontées par son grand-père, qui disait que c'était sa première mission en tant que marin. Cet endroit est désormais devenu un refuge. Bravio entra avec hésitation, reniflant l'air, comme si les parfums du passé résonnaient encore dans les pierres. Pendant les jours suivants, Matteux et le cheval étaient seuls. L'enfant utilisait des gestes de plus en plus raffinés pour communiquer. Un bref coup de sifflet signifiait rester. 2 coups sur le bois, allez. Bravio a appris vite ou peut-être s'est-il simplement souvenu. La nuit, ils se couchaient serrés les uns contre les autres, protégés du vent par l'abri de fortune. Il y avait une complicité silencieuse entre eux, comme si le silence était plus confortable que n'importe quel mot. Mais la paix ne durera pas. La 3e nuit, des pas. Un homme s'est approché avec un étrange appareil, un bâton en métal avec des lumières et un son aigu. Lorsqu'il fut activé, Bravio se figea, les yeux grands ouverts et les muscles tendus. Il me réveillait. Matteux se tenait devant l'animal et dit d'une voix tremblante, « Tu n'as pas besoin d'obéir. Reste avec moi. » Et Bravio hésita. Il resta immobile pendant de longues secondes, le regard perdu dans le vide, comme s'il se trouvait sur un champ de bataille invisible, combattant les ordres qui lui venaient de l'intérieur. Le son aigu semblait le piéger dans un autre temps, un autre lieu. Matteux, bien qu'effrayé, ne recula pas. Elle se tenait entre lui et l'homme, répétant à voix basse, « Reste avec moi. Tu n'es pas l'un d'eux. » La tension était palpable, l'air épais. Soudain, Bravio émit un hennissement tonitruant, leva ses pattes avant et, avec un grand bruit, frappa le bâton sonique au sol. L'étranger recula en titubant et s'enfuit, laissant tomber une petite mallette en cuir. À l'intérieur, Matteux trouvera plus tard des documents techniques, des codes et une photographie en noir et blanc, un groupe d'hommes en uniforme à côté d'un cheval avec une cicatrice en forme de R. La confirmation du passé de Bravio a fait plus de mal que de soulagement. Dans le silence qui suivit l'attaque, Matteux s'assit près de l'animal en difficulté, posa sa tête sur sa cuisse et murmura, « Tu t'es battu pour moi. » Pour la première fois, Bravio semblait pleinement présent, non seulement obéissant, mais choisissant. Le lendemain, encore sous le choc de l'attaque, Matteux récupéra ce qui se trouvait dans le phare. Je savais qu'il ne pourrait pas rester là longtemps. Son grand-père, dans une transmission radio cryptée qu'il savait encore utiliser, l'avertit, les hommes revenaient. La ville était déjà sous observation. Sans perdre de temps, Matteux prépara Bravio avec des bandes de tissu pour protéger ses sabots et une couverture de fortune. Il l'a monté pour la première fois. Au contact de ses sabots, le cheval s'élança comme s'il n'avait jamais oublié ce que c'était que de courir. Pas comme Erneuf, mais comme Bravio. Ils traversèrent des falaises, des sentiers étroits, des forêts denses, guidés par l'instinct presque surnaturel de l'animal. À chaque obstacle surmonté, ils semblaient fusionner en un seul être. Lorsqu'ils atteignirent une vallée cachée parmi les collines, ils rencontrèrent Joachim, qui les attendait avec le vieux bateau échoué et un abri de fortune parmi les arbres. Grand-père les a accueillis avec les yeux pleins de larmes. Il a choisi de rester, n'est-ce pas? Matteux hocha simplement la tête, et dans ce refuge silencieux, sous les vastes étoiles et un ciel cendronne, Bravio s'endormit enfin paisiblement, comme quelqu'un qui retrouve la terre ferme après un très long naufrage. La légère pluie qui tombait sur la vallée à l'aube était le signe que l'abri ne durerait pas longtemps.
Le petit village était à une distance sûre, mais le poids de la présence des hommes augmentait de jour en jour. Matteux et Bravio, désormais inséparables, essayaient de trouver la normalité dans ce qui était tout sauf normal. Bravio, semblait-il, commençait à s'habituer à sa nouvelle maison. Il fixait la mer au loin pendant des heures, ressentant peut-être le désir de quelque chose qui ne pourrait jamais revenir. Matteux, à son tour, a essayé de comprendre comment un animal qui avait été programmé pour suivre des ordres pouvait désormais faire preuve d'autant de liberté. Mais il y avait quelque chose dans le regard de Bravio, une sagesse silencieuse qui en disait plus que ce que les mots pouvaient exprimer. Cependant, la paix était fragile et le danger approchait à chaque vague qui s'écrasait sur le rivage. Grand-père, avec son expérience en mer, savait qu'une tempête approchait, et ce n'était pas seulement une tempête météorologique. À l'aube du 3e jour après la pluie, les traces du passé de Bravio sont finalement apparues dans le présent. Matteux, assis sur le banc de pierre à côté de l'écurie, regarda le cheval et sentit que quelque chose était sur le point de changer. Un hélicoptère est apparu à l'horizon, fendant résolument le ciel. Le bruit du moteur, lointain au début, devint de plus en plus fort, de plus en plus insupportable. Bravio, entendant le bruit, leva la tête avec une raideur inhabituelle. Matteux réalisa ce qui se passait avant que son grand-père ne crie son nom. Sans réfléchir, il sauta sur le dos de Bravio, qui galopa immédiatement vers la forêt. Avec une vitesse inattendue, les deux disparurent dans la végétation, plus profondément dans les montagnes, là où le bruit de l'hélicoptère n'atteindrait pas. La mission de sauvetage de Bravio est devenue une fuite pour survivre. La persécution était implacable. Les hommes, désormais organisés et bien équipés, ne perdirent pas de temps pour commencer les recherches. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas laisser Bravio s'échapper. Mais Matteux et le cheval, avec une connexion qui transcende la compréhension humaine, ont continué, guidés par quelque chose de plus fort que le simple besoin de survivre. Le phare sur la colline est devenu un symbole d'espoir pour tous les deux. Au moment où Matteux regarda l'horizon et vit les lumières de la tour, il ressentit un sentiment de soulagement, mais aussi d'anxiété. Grand-père attendait là, prêt à faire le dernier pas. À chaque pas, la tension augmentait et le bruit des hélicoptères se rapprochait. Bravio, avec sa force extraordinaire, ne s'est pas arrêté, avançant avec détermination, comme s'il savait que la fin du voyage était proche. La confrontation n'a cependant pas eu lieu immédiatement. Les hommes se tenaient à distance, le chef les observant en silence, comme s'il évaluait chaque mouvement de Matteux et Bravio. La pluie avait cessé, mais le vent soufflait toujours fort, apportant un sentiment de changement imminent. Lorsque les deux arrivèrent au phare, grand-père était là comme il l'avait promis. Il n'y avait pas de mots, juste le regard échangé entre lui et Matteux. Ce n'était pas le moment de parler, mais d'agir. Grand-père savait déjà quoi faire. Il courut aux côtés de Matteux et emmena le garçon au refuge. « Ils arrivent » murmura-t-il d'une voix rauque. Matteux resta silencieux un instant, regardant Bravio, qui maintenant debout à côté de lui semblait plus calme. Mais au fond, Matteux savait que la bataille était loin d'être terminée. Le phare, qui jusqu'alors semblait être une structure solide et silencieuse, est devenu aujourd'hui un symbole de résistance et de liberté. Le grand-père, les mains calleuses par la vie et la mer, commença rapidement à préparer l'abri pour la nuit à venir. Matteux observait tout en silence, son esprit s'emballant et plein de questions sans réponse. Bravio était là à ses côtés, comme s'il comprenait chacun de ses mouvements. Le lien entre eux était plus fort, plus clair. Le cheval, auparavant marqué par la douleur et la peur, semblait désormais se calmer comme si l'endroit lui offrait une sorte de refuge. Mais Matteux savait que le danger n'était pas encore passé. Les hommes étaient proches et pouvaient arriver à tout moment. Il n'y avait plus de temps pour hésiter. Il devait agir vite, et Matteux, le cœur battant, prit une décision, il resterait aux côtés de Bravio jusqu'à la fin. La nuit tomba rapidement, transformant le ciel en une immensité sombre et silencieuse, contrastant avec la tension qui s'installait dans le petit abri. Les vents glacés leur coupaient la peau, mais Matteux et Bravio, comme en parfaite harmonie, restaient fermes. Il n'y avait pas de mots entre eux,
juste une profonde compréhension de ce qui était en jeu. Le garçon caressa calmement le cou du cheval, essayant de le rassurer. Je savais qu'à l'aube tout pouvait changer. Les hommes les ont poursuivis, mais Matteux était déterminé à protéger Bravio. Non seulement parce que le cheval l'avait choisi, mais parce qu'il savait désormais, c'était un combat pour leur de liberté. Le sauvetage de Bravio ne consistait pas seulement à sauver un animal, mais à trouver un nouveau chemin pour lui et pour lui-même. Le jour s'est levé avec un calme étrange, comme si la nature connaissait aussi la tension dans l'air. Matteux s'est réveillé tôt, les yeux encore lourds de sommeil, mais avec une ferme détermination dans les yeux. Il se leva en silence. Il ne voulait pas réveiller son grand-père, qui dormait dans un fauteuil près du feu. Il regarda Bravio, qui était allongé mais maintenant plus calme, ses grands yeux bruns le regardant avec un calme qui semblait indiquer qu'il savait ce qui allait arriver. Matteux fit un mouvement doux qui le calma et il pensa à quel point sa vie avait changé depuis que ce cheval était apparu sur sa plage. Lui, qui se sentait auparavant invisible et isolé, avait désormais un but, une mission, un ami avec qui il partageait plus que de l'espace. Il partageait le fardeau de la liberté et du choix. Cependant, les ombres des hommes planaient à nouveau sur eux. Les premiers signes indiquant que les poursuivants étaient proches sont apparus lorsque Matteux a vu au loin une voiture noire s'approcher le long de la route sinueuse en direction du phare. Son cœur bondit dans sa poitrine. Il savait que la paix qu'ils avaient obtenue ne tenait qu'à un fil. Il regarda Bravio, qui, comme si c'était la même chose, se leva immédiatement avec un hennissement bas et inquiet. Matteux prit une profonde inspiration et s'approcha du cheval, essayant de cacher sa peur. Cependant, il savait qu'une fois de plus, la décision lui appartiendrait. Elle avait choisi de rester avec Bravio, quoi qu'il arrive. Le garçon ne voulait en aucun cas que les hommes prennent le cheval. Il ne le comprenait pas, mais il comprenait très bien ce que Bravio représentait. Il n'était pas un outil, il était libre. Et Matteux, d'une certaine manière, avait la responsabilité de veiller à ce que cela soit respecté. La voiture s'est arrêtée et bientôt les hommes ont commencé à sortir, vêtus de vêtements sombres et de lunettes de soleil, comme s'ils étaient des personnages inconnus et menaçants. Ils s'approchèrent du phare d'un pas ferme, le visage impassible, mais le regard alerte. Matteux sentait le poids de son choix, mais il ne pouvait pas reculer. Bravio était à ses côtés, ses cheveux flottant au vent, son corps désormais plus confiant. Alors que les hommes tentaient d'avancer vers le cheval, Bravio resta immobile un instant, les muscles tendus, la respiration profonde et visiblement laborieuse. C'est alors que l'étranger, qui semblait être le chef, sortit de sa poche un petit appareil noir. Il appuya sur un bouton et un son aigu emplit l'air, quelque chose qui semblait affecter directement le cheval. Bravio trébucha, ses jambes cédèrent et il tomba à genoux avec un hennissement douloureux. Matteux, désespéré, courut vers lui, posant ses mains sur le museau du cheval. Ce ne serait pas ce bruit qui lui ferait perdre le contrôle. La scène s'est déroulée comme un cauchemar pour Matteux. Il ne pouvait pas comprendre la force de cet ordre, mais ce qui était clair, c'est que Bravio était obligé de rendre quelque chose qu'il avait abandonné. Le regard de Matteux devint déterminé et, sans réfléchir à deux fois, il se tint devant le cheval. Son corps petit mais déterminé. Tu n'es pas qu'un code, Bravio. Tu es mon ami. Reste avec moi, dit-il dans un murmure, mais avec une force qui exprimait la confiance. C'est alors que Bravio, comme s'il comprenait chaque mot, leva la tête et hennit bruyamment, un son plein de liberté et de résistance. Le cheval leva ses pattes avant et frappa le sol du pied, comme pour dire aux hommes qu'ils n'étaient plus à eux. Matteux prit une profonde inspiration. Leurs yeux rencontrèrent ceux de Bravio, et à ce moment-là, ils surent tous deux ce qu'ils devaient faire, se battre pour la liberté qu'ils méritaient tous les deux. La poursuite a commencé immédiatement. Avec une habileté impressionnante, Bravio a couru sur le terrain accidenté, emmenant Matteux avec lui. Le cheval se déplaçait avec une agilité surprenante, défiant la nature même de l'espace environnant. Le garçon, accroché à la crinière de l'animal, sentait le vent vif et l'adrénaline courir dans ses veines. Bravio conduisait avec une confiance presque instinctive, défiant la poursuite des hommes.
Ils étaient dans une course contre la montre. Le bruit des bottes de leurs poursuivants devenait de plus en plus lointain à mesure que la végétation épaisse se refermait autour d'eux. Matteux hurla un instant, essayant de guider Bravio sur le chemin le plus court, tout en regardant en arrière sans perdre le rythme de sa fuite. La tension était palpable et son cœur battait fort dans sa poitrine, mais elle n'avait pas peur. Il se sentait confiant. Bravio était sa seule option et il savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Aucun obstacle, pas même les hommes derrière eux, ne pouvait les arrêter. En quelques minutes, ils atteignirent la lisière de la forêt, où le grand-père de Matteux les attendait déjà, avec une vitesse impressionnante. Prenant le contrôle de la situation, il ordonna rapidement à son petit-fils de continuer le chemin jusqu'à une petite cabane où il pourrait se cacher un moment. « Ils ne nous trouveront pas ici », dit Joachim d'une voix rauque mais ferme. La tension était toujours élevée, mais en même temps, il y avait un sentiment de soulagement. Matteux, respirant lourdement, était envahi par un mélange de gratitude et d'appréhension. Bravio était à ses côtés, fatigué, mais debout, les yeux pleins de détermination. Les hommes avaient été laissés derrière, mais Matteux savait que cela ne signifiait pas qu'ils étaient en sécurité. « Ils reviendront », dit Matteux dans un murmure. Grand-père hocha la tête, mais il ne semblait pas inquiet. « Nous allons nous battre avec tout ce que nous avons, mon fils. Ils ne peuvent pas nous prendre ce qui nous appartient. » Les jours suivants furent marqués par une tension silencieuse. Bravio, désormais pleinement intégré à la routine de la petite ferme, commença à montrer un côté plus calme, moins marqué par le sombre passé qui le hantait. Chaque matin, Matteux et son grand-père prenaient soin de lui, réparaient ses blessures et renforçaient le lien qui semblait se renforcer chaque jour. Le nouvel avant-poste qu'ils ont construit, fait de bois simple et robuste, est devenu plus qu'un abri. C'était le symbole de liberté que Bravio avait trouvé avec Matteux. Le cheval, sans se presser, paissait maintenant paisiblement, tandis que Matteux le regardait avec le cœur lourd d'émotion. Il savait que ce n'était pas seulement la fuite ou le refuge qui avait donné une nouvelle chance à Bravio, mais l'amour qu'ils avaient tous deux trouvé l'un dans l'autre. Sans mots, ils s'étaient compris, formant un lien indestructible qui ne pouvait être expliqué. C'était quelque chose de profond, d'intangible et d'immense, une véritable amitié, plus forte que n'importe quel commandement ou ordre. À la fin d'une journée ensoleillée, Bravio a été relâché pour la dernière fois, galopant librement le long de la plage, sans restriction, sans attache. Le bruit des sabots frappant le sable mou était la seule musique entendue dans cet environnement calme. Matteux le regarda avec un sourire aux lèvres, ressentant une sensation indescriptible de satisfaction et de paix. Grand-père s'est approché et a posé une main sur son épaule, silencieusement, mais avec un regard plein de compréhension. « Il t'a choisi », dit grand-père doucement, presque comme s'il s'agissait d'un secret partagé entre deux. Matteux, sans voix, regarda simplement le cheval qui courait maintenant librement et sut qu'à ce moment-là, ils avaient tous deux trouvé quelque chose qu'ils ne perdraient jamais. « Tu ne t'en es pas tiré par hasard », murmura-t-il pour lui-même. « Tu es revenu pour être libre. »